ce dernier cours de philosophie politique, d'introduction à la philosophie politique. Ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est, je fais un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois, sur les théories de l'identité, et puis on termine par la dernière idéologie politique, des 4 grandes idéologies politiques qu'on a identifiées maintenant, qui est le conservatisme. Je vous dirai quelques mots. J'ai peur d'avoir prévu beaucoup trop, ce n'est pas une nouveauté, mais on ira jusqu'où on va. Vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a la moindre question ou s'il y a des discussions que vous voulez engager. C'est plus que bienvenu. Alors, juste un petit rappel pour commencer sur les théories de l'identité. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a un débat sur l'existence même de ce phénomène que ces détracteurs appellent le wokisme. Moi, je pense qu'il faut mieux parler de théorie de l'identité pour avoir une appellation qui soit plus neutre. Donc c'est la nouvelle idéologie, si c'est vrai que c'est une nouvelle idéologie, et donc on a moins de recul à son sujet. Mais je vous ai proposé une définition qui, j'espère, est la plus neutre possible, dans le sens où elle peut être acceptée aussi bien par ceux qui refusent cette idéologie, c'est ce qu'on doit chercher à chaque fois, que par ceux qui l'acceptent, qui est constituée de 3 thèses fondamentales pour les politiques de l'identité, ou théorie de l'identité. La première thèse, c'est que nos sociétés et nos démocraties libérales, donc c'est une thèse, un constat, sont traversées par des relations de pouvoir, qui sont omniprésentes et qu'on ne voit pas forcément. C'est pour ça qu'il faut s'éveiller à ces relations de pouvoir. Ces relations de pouvoir, c'est des relations de pouvoir négatives, qui sont des relations d'oppression, et qui sont fondées non pas seulement sur des relations économiques, mais sur des relations, plus fondamentalement, des types de représentation. Par exemple, des stéréotypes, des manières de représenter certaines personnes de certaines catégories de manière négative. Ça, c'est le premier aspect des théories de l'identité. Pardon, j'ai laissé wokisme, c'est une ancienne présentation, j'aurais dû mettre théorie de l'identité pour me tenir à ma propre terminologie. Deuxième chose, deuxième thèse constitutive de ces théories, nos identités individuelles à chacun de nous sont constituées par ces relations d'oppression. Okay, donc nos identités, elles sont sociales, mais elles sont déterminées par ces relations d'oppression. On peut être opprimé ou oppresseur en vertu de sa race, de son orientation sexuelle, de son genre, de son handicap, de son poids, etc. Ça, c'est un point, deuxième point très important de ces théories. Quand vous avez, j'ai peut-être mis ça quelque part, j'avais passé la dernière fois, mais je trouve que c'est assez représentatif du type de, type d'exercices qu'on donne, qui sont donnés à des étudiants dans un cursus d'études genre en Amérique du Nord. Pardon, j'ai traduit, j'aurais pu vous le laisser en anglais. On leur demande la chose suivante, on leur dit que vous allez faire une déclaration sur la politique de localisation, de situation, ça veut dire. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Votre premier devoir dans ce cours est de rédiger ce qu'on appelle une déclaration de politique de localisation ou de situation. Qu'est-ce que c'est? Cette déclaration de 3 pages expliquera qui vous êtes à ce moment précis. Donc on dit votre identité, ça c'est essentiel. Donc quand vous faites d'autres, quand on s'intéresse aux autres théories politiques, notre identité individuelle n'est pas au cœur de l'attention. Qui êtes-vous et comment êtes-vous devenu cette personne? Ah, c'est bien, je vais pouvoir parler de moi. Et puis comment vous allez pouvoir parler de vous quand vous allez répondre à cet exercice? En expliquant votre identité, vous devez aborder les questions suivantes de classe, de race, de sexe et d'âge, entre autres. Par exemple, comment votre classe sociale a-t-elle influencé votre identité? Comment le genre et les idées sur le genre ont-ils influencé qui vous êtes et comment vous vous percevez? Comment votre race vous affecte et vous positionne dans le monde? Vous voyez que ce sur quoi on attire l'attention pour définir votre identité, c'est des choses qui sont d'emblée dans des relations d'oppression. Donc si vous voulez dire, moi je me sens musicien, moi mon identité c'est d'être un grand cuisinier, un grand sportif, etc. C'est pas vraiment ce qu'on vous demande dans l'exercice, d'accord? L'idée c'est que nos identités fondamentales, qui on est vraiment, c'est déterminé par est-ce qu'on est oppresseur, oppressé selon différentes dimensions. La théorie de l'intersectionnalité de Kimberlé Crenshaw. Je veux mentionner que Kimberlé Crenshaw, elle s'est beaucoup distancée de ça. Donc c'est elle qui a introduit cette notion d'intersectionnalité. Mais quand elle a vu les aspects assez pro-radicaux à ses yeux que prenaient ces théories, en disant il y a des personnes qui sont les hommes blancs qu'il faut à tout prix, qui sont privilégiés, et d'autres personnes qui sont oppressées, elle s'est distancée des conséquences qui ont été tirées de sa théorie. Alors pardon, je reviens à mes 3 points. Ça, c'était le deuxième point de la définition. Donc nos identités, elles sont socialement construites, mais pas par n'importe quel aspect social. Vous pouvez vous dire, pardon, je refais le point, mais vous pouvez vous dire, moi je suis d'abord construit par mes copains, mes amis, ma famille, mes activités, etc. C'est pas ça. Quand on dit que les identités sont socialement construites, encore une fois, c'est les relations sociales négatives, les relations d'oppression, de pouvoir, de minorité, etc.
Et puis le dernier aspect de ces politiques de l'identité, c'est l'appel à l'expérience vécue. Et c'est ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue, à savoir l'idée que pour connaître ces relations d'oppression, il y a un point de vue privilégié, c'est d'être les victimes de ces relations d'oppression-là. Okay. Donc si vous êtes du côté des victimes, vous avez un meilleur aperçu de ces relations d'oppression qui traversent la société. Ça génère un petit paradoxe pour les théories en question. Je vous ai parlé d'un paradoxe qui était généré par les identités sociales, je ne reviens pas dessus. Mais là, il y a un autre petit paradoxe dont je ne crois pas vous avoir parlé, c'est si vraiment il faut être du point de vue des victimes pour sentir ces oppressions-là, pourquoi il y a besoin de théorie? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas juste les victimes parler? Et là, ce que disent, enfin il y a plusieurs réponses possibles, mais ce que disent souvent les partisans des politiques du point de vue, c'est de dire soit il faut aider les victimes à sortir de l'idéologie des personnes dominantes qui les empêchent de voir leur propre oppression. Ça, c'est un vieux thème qu'il y a eu déjà dans la tradition marxiste, de dire même les personnes qui sont oppressées, en fait, on leur a fait avaler une idéologie qui les desservait, et donc il faut leur ouvrir les yeux à elles. Okay, et c'est à nous, partisans des théories de l'identité, qui avons vu la lumière, la vérité sur les relations d'oppression, d'aller convaincre les personnes oppressées qu'en fait, elles ont adopté une idéologie qui leur nuisait. Et l'autre élément de réponse ici, c'est de dire même les personnes qui ne sont pas oppressées peuvent se mettre à la place des autres et voir ces relations d'oppression. Donc, on a besoin de chercheurs dans ces domaines dans les universités. Bien, ça c'était juste les points de rappel que je voulais vous faire sur cette théorie de l'identité. Non, ce n'est pas tout à fait tout ce qu'on a vu. Il y a deux types d'objections. Je vous rappelle sur les deux types d'objections, les quelques objections qu'on a vues. Il y a des objections qui sont scientifiques et il y a des objections qui sont politiques. Nous, on s'est un peu plus intéressé aux objections politiques dans ce contexte parce qu'évidemment, c'est une introduction à la philosophie politique. Je vais juste m'appuyer sur cette diapo. On a vu qu'il y avait deux objections libérales principales. Première objection libérale, si vous souscrivez à ces politiques de l'identité, vous avez tendance à restreindre le champ des libertés. Pourquoi? Parce que souvenez-vous qu'au cœur du libéralisme, vous avez le droit d'empiéter sur la liberté des autres que si vous lui faites un tort. Okay. Mais maintenant, vu que l'identité des personnes, elle est conçue dans ces théories-là comme étant très large et comme intégrant tout un tas de relations sociales, votre identité à vous, à chacun de vous, mon identité à moi, elle est construite par tout un tas d'aspects qui fait que vous pouvez me nuire, pas simplement si vous me tapez ou si vous menacez de me taper, ce qui est en gros ce que disent les libéraux, mais si par exemple vous me mégenrez, si par exemple vous reproduisez à mon égard un certain nombre de stéréotypes, etc. Et ça, c'est pas simplement des choses qui sont gênantes ou blessantes, mais c'est des choses qui, dans cette optique-là, appellent à des restrictions de liberté parce que vous touchez à l'identité des individus. Donc ça, c'est un premier type d'objection soulevée par les libéraux. Deuxième type d'objection soulevée par les libéraux, et pour eux c'est un problème, c'est de dire on a rejeté l'universalisme, en particulier au sujet des droits de l'homme, qui faisait le cœur de notre accord libéral jusqu'ici. On est notamment conduit à rejeter l'idée qu'on ne peut être puni que pour des crimes qu'on a commis. Donc vous pouvez être puni, condamné à compenser un certain nombre de méfaits que vous n'avez pas commis, typiquement les réparations pour l'esclavagisme. Si vous êtes une personne blanche et que vous en tant que personne blanche, on considère que vous avez le devoir de réparer un certain nombre de dommages qui ont été causés par vos ancêtres ou d'autres personnes qui appartiennent à vos catégories. Donc ça, c'est le deuxième aspect ici. Vous vous souvenez que je vous ai donné une citation qui disent clairement... en un sens, c'est une objection pour le libéral parce que le libéral, il souscrit à cet universalisme. Mais pour les théoriciens de l'identité, ils ne voient pas ça, eux, comme une objection. C'est quelque chose qu'ils assument d'emblée, le rejet de l'universalisme. Ils disent, nous, on pense que c'est tout ça, c'est ça qui nous a conduits, à leurs yeux, dans le mur de cette société qui est parcourue par l'oppression. Donc oui, on rejette fièrement l'universalisme, et je vous ai donné des citations de Delgado, notamment, qui sont très explicites à ce sujet. Donc ça, vous avez vraiment ici un clash, pour utiliser un mot anglais, un clash idéologique très fort. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ceux qui considèrent et c'est en grande partie une forme de consensus, je pense que consensus libéral en un sens assez faible de libéral ici, dans les sociétés démocratiques qu'on avait jusque-là, que l'universalité des droits, qu'on avait des droits en tant qu'individu, en tant que personne et pas en tant que groupe auquel on appartenait, c'était quelque chose qui était fondamental. Et là, on a une idéologie qui arrive et qui conteste ça. D'accord ?
Donc là, il y a vraiment une friction idéologique très forte, parce que la même chose est vue positivement par les libéraux et le consensus jusqu'ici, et est vue négativement par cette nouvelle idéologie. Et puis on a vu deux autres objections d'inspiration plus sociale. La première objection, qui est souvent faite par les marxistes, ça consiste à dire les vrais problèmes sociaux sont oubliés par ces théories-là, parce que les vrais problèmes sociaux, c'est pas d'être victime de stéréotypes, c'est d'être exploité économiquement, c'est d'être pauvre, et on a perdu la question économique comme le point focal de la lutte pour la justice sociale ou pour davantage d'égalité. Premier type d'objection sociale. Et deuxième type d'objection d'inspiration sociale, et là j'avais terminé par une citation de Jonathan Haidt là-dessus, c'est le caractère. En fait, il y a toute une famille d'objections de ce type-là. Là, j'ai été un peu rapide, encore une fois. L'idée que cette idéologie-là, elle finit par nuire davantage aux personnes qu'elle est censée protéger ou aider qu'à leurs bénéficiaires. Hein. Et puis, un des arguments qui va dans ce sens, mais il y en a beaucoup d'autres, ça consiste à dire, si vous dites à Jean, qui est une pauvre victime, ça se voit, il s'est encore battu, si vous lui dites, vous le choyez, vous dites pauvre Jean, etc., il ne va pas être dans la même attitude que si vous lui dites allez Jean, reprends-toi en main maintenant, bats-toi à nouveau, prends ta vie en main, et là il y a quelque chose de plus efficace en termes d'éducation. Je formule ça très vite et je pourrais le dire mieux, mais c'était juste pour le rappel. Voilà où on en était. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques sur tout ça? Est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce qu'il y a des choses qui sont floues? Parce que je sais que j'ai mis le pied sur l'accélérateur et je ne veux pas laisser des choses en milieu. Oui, Soraya. Mais par contre, aux objections sociales, j'ai l'impression que oui, peut-être, mais par exemple, si on prend une personne trans, Ouais. si elle n'est pas considérée par certaines autres personnes comme une personne normale, peu importe, du coup, si on ne prend pas ça en considération, par exemple, elle ne pourra peut-être pas trouver de travail à cause de ça. Donc du coup, ça empiète sur une question sociale aussi, une question d'acceptation par le reste de la société. Oui, alors c'est pour ça que ces objections-là, elles partagent en fait, je n'ai pas osé mettre socialiste ici parce qu'elles partagent un certain nombre d'aspects sociaux du libéralisme ici. Parce que va dire le libéral ici? Il va dire ce qu'on ne veut pas, c'est de la discrimination. Et pour le libéral, c'est très clair la discrimination. On ne veut pas être discriminé pour, autrement dit, on ne veut pas ne pas être pris dans un travail pour toute autre raison qui est étrangère à nos compétences vis-à-vis de ce travail. Donc, quelles que soient vos convictions religieuses, vos pratiques sexuelles, votre identité de genre, votre genre, etc., ça n'a aucune pertinence. Et si l'employeur vous refuse pour ces raisons-là, que ce soit un employeur privé ou public, c'est une forme de discrimination. Et le libéral dit, ça, il faut surtout pas faire ça. On ne veut pas de la discrimination dans nos sociétés. Donc, ça, si vous voulez, c'est la version libérale anti-discrimination. Et les libéraux disent, nous, on a déjà les outils pour lutter contre la discrimination. C'est au nom de ça qu'on s'est opposé les droits civiques au racisme, mais il suffit juste maintenant de faire attention au fait qu'il y a d'autres types de discrimination que raciales. Il y a aussi des discriminations qui sont liées à la pratique sexuelle. Et beaucoup de libéraux disent, c'est très étonnant, peut-être j'avais pas prévu de vous le dire, mais peut-être maintenant que ça me vient, ça peut être intéressant. Beaucoup de libéraux considèrent qu'on était sur la voie du progrès en termes non simplement de lutte contre la pauvreté ou les inégalités, mais de lutte contre les discriminations. C'est-à-dire qu'il y avait une tolérance de plus en plus grande vis-à-vis typiquement des mariages homosexuels, vis-à-vis du fait qu'il y ait tout un tas de pratiques d'identité de genre. Donc ça va mieux, ou du mariage interraciaux, si vous faites des sondages là-dessus, il y a en fait le racisme à cet égard-là diminue très fortement. Les gens disent plus « Oh, un noir qui se marie avec une blanche, ça va pas du tout ». Donc la thèse libérale, le constat libéral, c'est de dire on était sur la voie du progrès, évidemment on n'était pas encore là, et eux n'en reviennent pas que alors qu'on est sur la voie du progrès, tout d'un coup arrivent ces idéologies qui disent il faut tout renverser, vous voyez, évidemment parce qu'eux considèrent que tout ça est faux, il faut revenir, il faut absolument renverser le système, abandonner l'universalisme qui en fait fait le jeu d'un racisme latent, systémique, de transphobie systémique, etc. Et donc les libéraux disent mais non, on était en train d'aller vers le mieux. Et il y a c'est ça que je voulais ajouter, pardon, il y a un paradoxe qui est souvent mentionné quand on parle de ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville. Tocqueville, c'est on en a déjà parlé, un grand penseur libéral qui a écrit sur les États-Unis, la Révolution française. Et ce que dit Tocqueville, il anticipe déjà ça il y a 2 siècles et demi.
Il dit, il va y avoir, enfin, plus on se rapproche des idéaux libéraux, plus le sentiment qu'on n'a pas encore atteint l'idéal devient intolérable. Okay. Donc il dit en fait, plus vous arrivez dans une société riche, égalitaire, tolérante, plus vous avez le sentiment aigu que ce qui vous sépare encore de la tolérance parfaite, de la richesse pour tous, etc., devient absolument injuste. C'est une des explications qui est avancée, forme de psychologie sociale, de pourquoi cette idéologie très forte qui veut tout balayer d'un coup maintenant, alors qu'on est plutôt mieux qu'avant, d'après le constat libéral, émerge à ce moment-là. D'accord. Je ne sais pas si je ne me suis pas éloigné de votre question, sans doute. Mais... oui. En fait, je suis aussi des cours de sociologie et on a parlé du congé menstruel. Ouais. Et je suis assez inconfortable avec cette idée-là, dans le sens que, justement, quand on parle de nouvelle injustice, il me semble que ma génération s'est battue pour atteindre l'égalité entre les droits des hommes et des femmes, et en introduisant quelque chose qui est effectivement, qui pourrait avoir une valeur sociale importante, on donne des armes aux personnes qui se battent contre le principe même de l'égalité. C'est un peu, dans ce discours, moi j'adhère vraiment à cette idée de identité, de genre, mais le problème, il est là que quand on met en évidence certaines injustices ou certains problèmes, la réaction qu'on obtient, elle est beaucoup plus forte que s'adresser juste au point qu'on soulève, mais on a la tendance je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris le cœur de votre question, mais peut-être la chose suivante peut vous éclairer, puis vous revenez à la charge s'il reste quelque chose de flou ici. Vous vous souvenez que dans la forme, ce que j'ai appelé aujourd'hui de consensus libéral, on parle de nos démocraties libérales, donc on a bien un triangle idéologique, on a le libéralisme qui est un sommet du triangle, et puis ce qui s'est passé, je pense, dans nos démocraties libérales, c'est que certains sont plus libéraux que les autres, mais tout le monde a mis un peu d'eau libérale dans son vin. Donc il y a peu de communistes qui sont, enfin il y en a quelques-uns, mais il y a peu de communistes qui sont pour la propriété, l'absence de propriété privée des moyens de production. Il y a peu de conservateurs qui font non plus pas de concessions au libéralisme. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent il y a un consensus libéral. Et comme je vous l'ai dit quand on parlait d'égalité des chances, l'égalité des chances, c'était une idée qui rassemblait la plupart des camps politiques sur l'échiquier jusqu'à l'arrivée de ces politiques de l'identité. Ce qui nous séparait, si j'exclus les politiques de l'identité, c'était l'idée de dire où est-ce qu'on met la ligne de départ. Est-ce que c'est juste égalité des droits? Puis ça, les libéraux les plus purs disent ça suffit, l'égalité des droits. Du moment que tout le monde a les mêmes droits, c'est bon. Puis là, il y a des personnes qui sont d'inclination plus socialiste qui vont dire non, il faut mettre tout le monde sur la même ligne de départ, donner l'égalité des chances réelles et donc compenser financièrement, institutionnellement, pour un certain nombre de différences, de handicaps. Et puis dans le cas des femmes, ça peut être les congés menstruels, ça peut être le fait qu'elles soient exclues du marché du travail pendant leur grossesse, etc. Donc vous voyez, ça c'était le lieu de débat qui était dans ce paradigme libéral, d'accord? Parce qu'on visait l'égalité des chances, on n'était juste pas d'accord sur savoir ce que c'était que la même chance. Et là, le glissement qui se passe, enfin glissement, j'essaye de ne pas dire les choses de manière péjorative, moi je suis inquiet de ces évolutions-là, mais j'essaye de vous présenter les choses de la manière la plus neutre possible ici. Le changement de paradigme qui est en train de se passer avec en tout cas d'être défendu par un certain nombre des partisans de ces nouvelles idéologies, c'est de dire on veut tous être sur la même ligne d'arrivée maintenant. Donc on abandonne ce paradigme, même ligne de départ, et on dit on regarde si tout le monde est pareil à l'arrivée. Et ça change. Enfin, c'est un changement normatif assez fondamental dans la manière dont on conçoit ce qui est juste ou injuste dans la société, d'accord? Donc on va juste regarder est-ce qu'il y a une sous-représentation, sur-représentation dans chaque domaine de la société. On va regarder une série
Est-ce qu'il y a pas suffisamment de transgenres, de noirs, de femmes, etc. Est-ce on va regarder chez les philosophes, est-ce qu'il y a suffisamment... Donc dans chaque domaine de la société, on va regarder s'il y a une égale représentation des différentes personnes. Et là, vous voyez que ouais, je ne sais pas si ça répond à votre question, je ne pense pas que c'était votre question. Mais c'est juste pour dire qu'il y a eu un basculement très fort entre égalité des chances et égalité de résultats qui est en train dans ces nouvelles idéologies, de devenir l'objectif à poursuivre. Et je pense que même quand on était... C'est un lieu de débat dans la gauche, l'ancienne gauche et cette nouvelle gauche, gauche sociétale, c'est que même l'ancienne gauche souscrivait à cette idée libérale de égalité des chances, mais simplement on veut beaucoup corriger au départ. On pense qu'il faut donner plus de chances, de congés parentaux, etc. Et la nouvelle gauche, elle abandonne ça, cette idée d'égalité des chances pour une égalité de résultats. Et ça, c'est un lieu de conflit important entre des personnes qui semblent partager les mêmes causes ou les mêmes valorisations, mais qui en fait rencontrent ici un obstacle, une divergence cruciale. Pardon, réponse trop longue, encore une fois. Vous n'osez plus poser de questions de peur que je fasse des réponses trop longues maintenant. Je vous jure qu'elle sera courte, la prochaine réponse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Alors, les deux choses que la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'était rapidement, parce qu'on va passer au conservatisme ensuite, c'est les deux objections conservatrices. C'est bien parce que ça permettra de voir un peu Je veux juste vous donner un peu une forme d'avant-goût du conservatisme. On en parle peu dans les discussions de philosophie politique, et je trouve que c'est dommage parce que c'est une idéologie qui est d'une part intéressante et qui joue un rôle important dans les débats politiques, même si elle n'a pas gagné autant de reconnaissance au sein de l'académie, même si elle en a eu un peu malgré tout. Et c'est en vous en parlant un petit peu que je voudrais terminer ce cours. Donc, quelle est la réaction du conservateur à ces nouvelles idéologies? Il y a au moins deux types d'objections que va faire le conservatisme. Le conservateur, pardon. Premier type d'objection, souvenez-vous, je crois que je vous l'ai dit déjà au moins une fois, c'est qu'une bonne manière de penser au conservateur, pour commencer, on va voir un petit peu plus avant ce qui se passe après, c'est de dire le conservateur, c'est comme un écologiste, mais vis-à-vis du monde social. L'écologiste, il voit des écosystèmes et il en voit la valeur, il dit c'est beau ces écosystèmes, et il réalise à quel point ils sont fragiles, à quel point et peut-être qu'ils ne sont pas si fragiles, mais au moins il réalise à quel point on ignore ce qu'on peut faire en touchant à ces écosystèmes. Donc il ne sait pas si mettre un peu de produit dans cette mare, peut-être que ça va complètement supprimer les tritons, puis la chaîne alimentaire fait que ça va supprimer tout. Donc il a conscience de la fragilité des écosystèmes. Et c'est exactement la même attitude que le conservateur a vis-à-vis des systèmes sociaux. Donc le premier type de réaction conservatrice à ces idéologies, à ces théories de l'identité, c'est de dire qu'elles s'éloignent si radicalement de notre forme de consensus libéral qu'elles risquent de renverser tout ce système. Et c'est pour ça que vous voyez souvent, on va y revenir tout à l'heure, il ne faut pas se tromper quand les conservateurs défendent la famille. On reparlera, comme on aura un séminaire l'année prochaine sur la famille. Comme vous le savez, les conservateurs, ils mettent souvent en avant les valeurs familiales. D'accord ? Et puis sur des questions sociétales, comme est-ce qu'il peut y avoir un mariage homosexuel, est-ce qu'il peut y avoir des adoptions par des couples homosexuels, en général, ils tirent le frein à main, ils disent non, nous, on ne veut pas de ça. Alors, il peut y avoir des raisons religieuses et d'adhésion à la valeur de la famille, et souvent c'est en partie ça, mais il y a aussi une raison instrumentale qui est que le conservateur pense que les institutions qui existent, on ne connaît pas très bien leur fonction, on ne sait pas très bien le rôle qu'elles jouent, mais ils se disent ces institutions, elles sont tellement fondamentales dans notre société que si on les bouscule, on risque de renverser tout ça. Même chose même attitude que vous pouvez avoir vis-à-vis des écosystèmes. On ne sait pas très bien le rôle que joue ce petit processus ici, mais il a l'air d'être partout, de se rencontrer partout dans cet écosystème. Donc si on le bouscule, peut-être qu'on risque de renverser l'écosystème en question. Donc ça, c'est un motif un type d'objection que le conservateur fait aux partisans des théories de l'identité. Il y a un deuxième aspect de cette objection, j'ai mis ça comme une seule objection parce que les deux vont ensemble, c'est qu'évidemment le conservateur fait ça parce que lui pense que notre arrangement aujourd'hui n'est pas si mauvais. Ce n'est pas un optimiste absolu, il ne pense pas qu'on vit dans le meilleur des mondes, c'est pas Candide, mais il pense qu'on est plutôt... Le conservateur typiquement est assez pessimiste sur la nature humaine, il pense qu'en général,
arriver à faire que les gens coexistent pacifiquement dans une richesse relative, c'est quand même un beau succès déjà. Donc il est sur la réserve quand il s'agit des modifications trop fortes. Donc il aime notre écosystème, notre socio-système si vous voulez. Il pense qu'on ne connaît pas bien comment ces choses tiennent ensemble et il craint que ces théories de l'identité nous conduisent à perdre quelque chose d'important. Le conservateur Roger Scruton, qu'on va voir dans un instant, enfonce le clou là-dessus. Il dit un des problèmes avec ces théories, il est mort très récemment, l'année dernière, un des problèmes avec ces théories de l'identité, c'est qu'elles encouragent une détestation absolue de tout ce qu'il y a autour de nous. Alors que il y a des choses qui ne vont pas, il y a effectivement des relations d'oppression, mais il y a tout un tas de choses qui vont bien, et quand on a conscience de la difficulté à obtenir quelque chose qui tienne à peu près, et ben on se rend compte que finalement, ce dont on dispose, notre culture, nos institutions, nos manières de faire, de parler, d'agir, de cuisiner, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là ont une grande valeur. Et donc il développe le concept oikophobie. Ça veut dire quoi? Oiko, c'est la maison, et il dit c'est un trait caractéristique de ces théories, et plus généralement à ses yeux, des théories radicales. On verra que le conservateur il s'oppose aux théories radicales et il met sous le radicalisme à la fois ces théories d'identité et typiquement le socialisme. Ils disent ce sont des utopistes. Qu'est-ce que c'est qu'un utopiste? C'est quelqu'un qui rêve d'un monde meilleur. Et Scruton dit la raison pour laquelle ces gens rêvent d'un monde meilleur, à ses yeux, c'est qu'ils détestent leur maison. En fait, c'est ça que ça veut dire oikophobie, c'est la détestation de chez soi. D'accord? Donc vous voyez bien l'idée, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de dire oui, il y a la xénophobie, c'est la détestation de l'autre, mais il y a l'oikophobie qui est la détestation de soi et de se dire mon Dieu, dans quel monde horrible on vit, et donc ça appuie cette idée qu'il faut aller vers un monde complètement différent. Donc ça, c'est la première famille d'objections conservatrices à ces politiques de l'identité. Et deuxième type d'objection à ces politiques de l'identité, conservatrices aussi, c'est de dire ces politiques, elles nous conduisent à une forme de mensonge. Pourquoi est-ce que le conservateur dit ça? On va le voir, le conservateur, il s'oppose au rationalisme en politique, et en particulier, il croit au sens commun. Il pense qu'il ne faut pas faire trop de théories en politique, il faut croire ses instincts, et que c'est souvent ça qui maintient les institutions, et il est assez méfiant vis-à-vis des théoriciens. Et vous comprenez maintenant pourquoi le conservatisme est plutôt sous-représenté à l'université. Si vous avez quelqu'un qui ne croit pas aux théories, il est mal parti pour être en bonne place dans les manuels de théorie politique. Mais en tout cas, c'est son idée. Et pourquoi est-ce que, d'après lui, ça conduit ces théories de l'identité à une forme de mensonge? C'est qu'il dit que ces théories de l'identité, elles heurtent le sens commun de manière frontale sur tout un tas de points. Je vais vous montrer quelques exemples qui sont mis en avant par les conservateurs ensuite, qui sont peut-être montés en épingle pour certains, mais en tout cas qui permettent de voir son point. Et ce que pense le conservateur à ce sujet, c'est que ces théories, elles nous conduisent à adapter des manières de penser, de parler, de représenter les choses, alors qu'on voit très bien, au fond de nous, mais sans oser le dire, que ces théories sont fausses. Donc elles nous conduisent à vivre dans une forme de mensonge social et pour le conservateur à devenir étranger à nous-mêmes. Donc on fait semblant d'accepter un certain nombre de choses qui nous semblent totalement fausses au fond de nous-mêmes, mais en fait ça devient tellement difficile de dire le contraire qu'on se dit non, on va accepter ça, c'est peut-être le sens du progrès. Et ça conduit le conservatisme à dire quelque chose de très proche de ce que dit le marxiste, et c'est un des points de contact, si j'ai le temps à la fin aujourd'hui, mais j'ai des doutes, entre le conservatisme et le marxisme. Vous vous souvenez que Marx a cette théorie, cette objection au capitalisme qu'il appelle l'aliénation capitaliste. Le capitalisme nous aliène à nous-mêmes, à notre propre travail, à la vraie valeur humaine, etc. Mais le conservateur, il dit exactement pareil. Si vous lisez, il y a un vieux texte de Scheler, qui était un philosophe conservateur, qui dit, on a l'impression de lire du Marx. Il dit exactement la même chose. Il dit, vous produisez, le capitalisme produit, ça aliène l'être humain à lui-même, aux vraies valeurs, etc. Donc il y a quelque chose, il y a un point de convergence ici très important. Et le conservateur, ici, il rejoue cette carte de l'aliénation vis-à-vis de ces idéologies-là, qui nous détachent de la réalité telle qu'on la conçoit naturellement. Chez Burke, qui est le père du conservatisme, il y a une défense des préjugés, des stéréotypes. D'accord ? Il dit que les préjugés, ça fait partie de la manière dont on peut vivre ensemble, partager des préjugés, c'est essentiel. Et puis, évidemment, dans toutes les théories de l'identité, les préjugés, les stéréotypes, c'est honni. Les biais, c'est quelque chose dont on veut absolument
se débarrasser. Et ça, pour le conservateur, c'est problématique. Alors, pourquoi je dis mensonge social? Voilà le genre de choses que mettent en avant les conservateurs, et d'autres par ailleurs, hein, mais ça permet de voir la chose. Donc là, vous avez c'est le petit moment de pause maintenant, avec des bons exemples de choses qui nous semblent absurdes, mais on fait semblant que tout va bien. Donc un journaliste qui dit une femme de Norwich a été mise en prison pour avoir pratiqué du sexe ou cocaïne avec un chien. Puis vous avez la photo de la femme en dessous. Évidemment, tout le monde se dit sexe avec un chien, ça ressemble pas vraiment à un truc de femme. Et puis ça n'a pas l'air vraiment d'être une femme. Mais on dit tous, ouais, c'est une femme parce que on voudrait surtout pas qu'il y ait qu'on soit accusé d'une forme de transphobie ou d'intolérance vis-à-vis de l'identité d'autrui. D'accord? Je vois qu'ils froncent les sourcils. L'exemple est clair pour tout le monde? C'est pas là. Hein. Ça, vous l'avez peut-être vu déjà, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Formation, vous avez toute une assistante de personnes blanches ici qui viennent à une formation sur les préjugés raciaux. Formation en diversité, puis on leur met sur le tableau toutes les personnes blanches sont racistes. A priori, ça ne semble pas vraiment être quelque chose. Mais on finit par se dire, bon, peut-être que c'est nous qui n'avons pas compris. Puis on est dans cette situation de dissonance cognitive où on se dit, peut-être qu'en fait, ils ont découvert quelque chose auquel on ne croyait pas vraiment, mais c'est peut-être eux qui ont raison. Bon, ça, vous avez entendu parler des gender neutral. Mais là, maintenant, il y a des toilettes gender neutral, c'est une chose, mais des douches gender neutral. Là aussi, c'est un peu... il me semble que la réaction naturelle, c'est du bon. Toilettes, ça c'est déjà dur à avaler, mais douche gender neutral, est-ce que vraiment... Vous autres, mesdemoiselles, vous avez envie d'être avec les garçons dans les douches ou avec tout le monde dans les douches? Ça paraît plus compliqué. Et puis ça, c'est là où je dis qu'il ne faut pas monter en épingle, mais en tout cas, il y a eu ça, et beaucoup de conservateurs ont mis ça en avant comme une forme d'aboutissement de ces théories de l'identité. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont trans-age, donc moi je m'identifie à un bébé de 10 ans et respecter mon identité de bébé de 10 ans. Et puis vous avez même des personnes qui sont trans-abled, qui s'identifient à des personnes handicapées, qui demandent à ce qu'on leur coupe une jambe pour être des personnes handicapées. Et puis là, vous voyez l'excès que ça manifeste. Ah oui, ça, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Vous lirez sur le... Je vais pas passer... Voilà, je termine là-dessus, ça c'est pour vous donner... Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Alors nous, on adhère à aucune idéologie ici, mais en tout cas, on n'adhère pas à celle-là. Ici, c'est un titre qui dit une université qui a adopté une politique selon laquelle enlever des points aux étudiants pour des erreurs dans leur écriture, des erreurs de grammaire ou d'orthographe, c'est quelque chose d'élitiste, et donc il ne faut surtout pas faire ça. Hein. Donc on demande aux enseignants de laisser tomber, de faire comme s'ils ne voyaient pas les erreurs grammaticales de manière à décoloniser le cursus. Alors nous, on ne décolonise pas ici pour les examens, donc erreur grammaticale, on évite, d'accord? Mais vous voyez le genre de doute que ça suscite dans l'esprit d'un conservateur. Lui, qu'est-ce qu'il voit ça? Il voit tout de suite un décalage évident entre des valeurs qui lui semblent être absolument cruciales et des excès qui lui semblent être évidents. Et il se dit, comment se fait-il qu'on accepte ça? Ça devrait être manifeste qu'on ne devrait pas accepter ça. Et il voit ce décalage et il pense que c'est un grand mensonge collectif où on est tous dans une forme d'acceptation parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un d'absolument abject. Charlotte et Giacomo. Mais pourquoi décoloniser? Ah, décoloniser, je ne vous ai pas parlé de décoloniser le cursus. Donc il y a plusieurs, peut-être j'aurais dû être plus clair là-dessus. Il y a plusieurs, un des grands aspects de ces idéologies, ça est né chez des juristes, dont je vous ai parlé, Delgado notamment, et son nom ne revient plus. Et ça a donné lieu à ces études décoloniales. Vous avez entendu parler des études décoloniales, donc c'est l'idée que la colonisation, ce n'est pas juste un phénomène historique, mais c'est aussi un phénomène culturel qui a infecté les pensées des individus et qu'il faut décoloniser non seulement... C'est pas qu'il faut maintenant, il n'y a plus tellement de colonisation, enfin il y en a un peu, mais une grande partie de la colonisation est terminée, mais elle reste dans les esprits. Il y a toujours des structures de pensée qui sont dans les esprits, et l'idée c'est que le fait d'imposer des règles grammaticales, c'est une manière de coloniser. D'accord ? C'est une manière pour l'homme blanc d'imposer son langage, sa manière de parler aux personnes qui ne sont pas forcément blanches. Voilà. En 2 mots, c'est ça, la décolonisation. Mais il y a un champ de recherche énorme, les études décoloniales. Giacomo ? Moi, j'étais un petit peu sur l'argument du sens commun de conservateur. Moi, je vois bien que ton conservateur regarde ça et dit ça vient de mes valeurs, mais
conservateur, il va dire ah, mais ça c'est comme mon sens commun, Ouais. mais le sens commun, c'est quelque chose qui évolue. Ouais. Tandis que le conservateur prétend que c'est toujours la même chose universelle. Alors, il prétend pas ça, mais vous avez raison que c'est une objection cruciale au conservatisme, d'accord? De dire, le conservatisme, il a tendance à dire, et on va le voir maintenant assez longuement, il a tendance à dire, c'est bien ce qu'on a maintenant. Hein. Et puis, une des objections au conservatisme, c'est, mais si tout le monde avait toujours dit ça comme toi, si personne n'avait essayé d'améliorer les choses, on en serait toujours là où on était avant, d'accord? Donc, si on avait écouté les conservateurs avant la révolution industrielle, on aurait dit non, on reste dans les champs. Si on avait écouté les conservateurs avant la révolution pour les droits civiques, on serait encore sous l'esclavage, etc. Donc ça, c'est une objection courante aux conservateurs. Hein. Donc oui, mais là, le point, c'est juste de dire, puis je reviens à j'en parle tout le temps, c'est les habits neufs de l'empereur, mais c'est exactement le sentiment du conservateur vis-à-vis de ça, hein, c'est de dire, mais on fait tous semblant, c'est quoi cette histoire où on est en train de dire que il y a des femmes qui violent des chiens sous cocaïne, que les erreurs de grammaire, c'est du colonialisme. On est dans une forme de mythologie collective. Et ils ajoutent souvent, c'est un point que fait bien un commentateur conservateur intéressant aujourd'hui qui s'appelle Douglas Murray, qui lui dit, c'est lui que je pense, c'est une de ceux qui presse le plus clairement ça. Il y a un mécanisme ici qui se met en avant, j'ai parlé de dissonance cognitive avant, c'est si vous ne dites pas quand vous n'êtes pas d'accord dans ces moments-là, vous êtes avec vous avez votre conviction intime en quelque sorte, non c'est pas vraiment une femme qui a violé le chien, et puis vous avez ce que vous dites socialement, dire ouais c'est vraiment pas bien ces femmes qui violent des chiens aujourd'hui, d'accord, parce que vous avez peur de passer pour transphobe ou peu importe. Et ce genre de décalage de dissonance cognitive, il est très coûteux sur le plan personnel, parce que vous avez ce que vous sentez, puis vous avez ce que vous disiez, c'est jamais une situation très confortable. Et ce qui se passe souvent pour résoudre une dissonance cognitive, ça c'est ce que disent les psychologistes, c'est que vous abandonnez une des deux. Ici, la croyance que vous abandonnez pas, c'est la croyance sociale, parce que la pression sociale est vécue au moins comme très forte, donc vous finissez par abandonner l'idée que c'était pas une femme qui a violé le chien, mais en fait c'était vraiment une femme qui a violé le chien. Donc ça c'est un mécanisme de résolution des dissonances cognitives, vous finissez par abandonner vos croyances de sens commun fondamentales. Et ça c'est ce qu'inquiète beaucoup le conservateur, en disant on est tous, et puis vous avez ça dans, comment s'appelle le grand roman dystopique 1984 de Orwell, hein, c'est exactement cette idée-là. Orwell, alors pour lui, c'était plutôt une dystopie communiste, mais c'était cette idée-là où on finit, à force de dire qu'on croit à certaines choses, on finit par y croire, pour le dire très rapidement. Hein. C'est un peu la même chose que Pascal dit au sujet pour ceux qui ont suivi le cours d'Alexandre Desclos sur Pascal contre Descartes. Pascal dit, vous avez intérêt à croire en Dieu, comment vous faites pour croire en Dieu? Commencez par aller à la messe, à prier, puis ça viendra, en fait. Parce que c'est très difficile si vous le faites tout le temps. Vous avez vos actions qui sont en désaccord avec vos croyances, puis au bout d'un moment, on résout le conflit. Soit vous arrêtez vos actions, soit psychologiquement, on pense que vos croyances s'alignent avec vos actions, ce que vous dites socialement. Hein. En tout cas, c'est une théorie. Ensuite, je suis pas sûr qu'on a commencé à faire ça avec les théories de l'identité. Il me semble qu'on faisait beaucoup avant, juste pour le concept de politesse. Moi, il m'a dit, moi comme enfant, je pense certaines choses, je suis très naïve. Et du coup, ils me disent non, tu dois dire les choses comme ça. Et moi, je commence à voir les choses comme ça. Mais il ne me semble pas qu'ils arrivent avec les théories de l'identité. C'est intéressant. C'est intéressant, donc, parce qu'effectivement, le conservateur, la politesse, il va mettre ça comme quelque chose d'essentiel aux relations sociales. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le même exemple, parce que quand on vous dit la politesse, vous pouvez ne pas voir pourquoi il faut dire bonjour quand vous êtes enfant. Donc c'est avoir un comportement qui nous est imposé sans qu'on en voie les raisons. Ça, c'est pas directement un conflit cognitif entre deux choses qu'on croit, c'est plutôt dire... Par exemple, je sais pas, pour une fois, je vois une femme et je dis, ah, cette femme, c'est grosse. Il me dit, non, tu ne peux pas dire ça, et je me comprends que je ne dois pas dire cette chose. Ah, c'est à ça que vous pensez, très bien. Ouais. Alors, effectivement, ça ressemble beaucoup plus il y a des manières de parler où on doit accommoder et faire preuve de gentillesse, hein, de politesse, de gentillesse. Et c'est vrai que ça, vous avez raison, c'est vrai que ça crée pas toujours une dissonance, une résolution comme je disais maintenant. Et c'est ce que dit, je vous ai cité Bryan Caplan une fois, donc lui il est opposé à ces théories-là, mais il dit c'est ce qu'on doit faire, la gentillesse c'est une des choses qu'on doit faire face aux personnes transgenres,
Donc, l'argument qu'il donne, c'est l'argument suivant. C'est intéressant. Il dit, quand vous avez des parents adoptifs, on sait qu'au fond, ce n'est pas les vrais parents de l'enfant. Mais on est tous d'accord, parce qu'on n'est pas méchants, pour dire, on va dire que c'est ton fils, et puis on est d'accord pour que le fils en question dise papa, maman. Okay, on ne va pas arriver, on dirait non, c'est pas toi le papa. Okay, personne ne fait ça. Donc c'est une forme de, en un sens, c'est un mensonge collectif. Hein, donc vous avez raison, c'est une bonne objection à ça. Dire, on sait tous que ce n'est pas exactement le cas, mais on accepte de faire ça. Kaplan dit c'est ce qu'on doit faire. Si la personne en face de vous, vous voyez qu'elle est de bonne volonté, qui dit moi je suis une femme, puis vous voyez bien que c'est un homme qui s'habille en femme, et parce qu'on ne peut pas aussi facilement enlever tous les traits de masculinité. Mais ce que dit Kaplan, c'est dire la plupart du temps, c'est quand même la moindre des choses de respecter ce que la personne veut. Si elle veut qu'on dise madame, si elle veut changer de prénom, c'est juste de la gentillesse élémentaire. Ça ne doit pas être légalement obligatoire, ça ne doit pas être un délit de ne pas le faire, mais la gentillesse. Pas être gentil, c'est pas un délit, ça ne conduit pas en prison, mais c'est quand même une obligation morale importante d'être gentil. Donc c'est vrai, c'est un très bon point, qu'il y a tout un tas une bonne réponse à ça, à Murray, qui serait de dire, il y a un certain nombre de ces mensonges qui sont acceptés comme des mensonges, et qui ne conduisent pas finalement à renoncer à nos croyances de base, quoi. Mensonge, c'est peut-être un peu fort, mais de petites entorses gentilles à la vérité pour faire ça. Donc, très bon point. Autre question? Alors, quelle heure est-il? Combien de temps j'ai pour vous parler du conservatisme? Oh là. Celle-là, je l'ai fait juste. Ok. On finit par les conservateurs. Je fais une petite introduction et puis on fait une petite pause. Je vous ai mis quelques grands noms du conservatisme ici. Je vous laisserai les lire. Ça n'a pas d'intérêt que je revienne là-dessus. J'avais pas mis. Comment j'ai fait mes diapos? Ça n'a pas enregistré. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas... Ah non, si, c'est juste. Alors, quand on essaye de comprendre le conservatisme, c'est presque encore pire que quand on essaye de comprendre les autres idéologies politiques. C'est très difficile de voir en quoi consiste cette idée-là. Et ce qu'ont fait beaucoup de personnes qui se sont intéressées au conservatisme, c'est qu'ils ont commencé par dire qu'il faut distinguer le conservatisme comme attitude du conservatisme comme théorie ou plutôt idéologie politique. Donc on va commencer par s'intéresser à l'attitude conservatrice, forme de rapport au monde qui nous entoure. Et je pense que vous allez voir qu'on est tous conservateurs jusqu'à un certain point. C'est une attitude qui est partagée par tout le monde, ou presque tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais ça fait partie de l'attitude qu'on a. Et ça vous aide ensuite à comprendre le conservatisme politique comme une forme de généralisation de la politique sur la base de cette attitude. Alors, je vous ai dit, on est tous conservateurs. Vous êtes des conservateurs sans le savoir. Je vous donne 4 exemples pour lesquels vous êtes peut-être des conservateurs sans le savoir. En philosophie, on utilise beaucoup cette idée de sens commun. On dit que le sens commun, il prévaut par défaut, que la charge de la preuve, revient à qui veut remettre le sens commun en cause. Vous vous souvenez que c'est une grande thèse de Reid, c'est une thèse de Moore, c'est une thèse acceptée méthodologiquement par beaucoup, pas tous, mais par beaucoup de philosophes. Donc a priori, si vous voulez défendre une thèse qui est complètement contre-intuitive, c'est à vous de donner des raisons. Vous voyez que c'est une thèse assez faible en un sens. Ça ne dit pas que le sens commun a toujours raison, ça dit juste si vous voulez vous en éloigner, la charge de la preuve vous revient. Le sens commun, c'est ce qui était là avant. C'est ce qui était là avant la philosophie. Donc par défaut, le sens commun, on retombe sur lui, sauf si on a des bonnes raisons de tomber, de s'en éloigner. Pardon. Ça, c'est une forme de conservatisme. Autre forme de conservatisme que vous avez, peut-être, je vous le souhaite. On fait d'abord chauffer le vin avant de mettre le fromage. C'est comme ça qu'on a toujours fait la fondue et elle a toujours été bonne. Pourquoi c'est du conservatisme? Toutes les recettes de cuisine que vous faites, que vous avez héritées de vos parents, de vos grands-mères, etc., vous n'avez pas des raisons pour chaque étape sur l'ordre dans lequel vous allez faire ça. Vous acceptez ça et vous dites pourquoi? Parce que ça a bien marché jusqu'ici. Okay. Vous n'êtes pas en train de dire « Oh, je vais réanalyser tout ça, je suis sûr qu'il y a une meilleure façon de faire une omelette ou une fondue. Okay. » On prend ce qui nous est donné comme une manière de faire. Nager. On vous a appris à nager la brasse ou le crawl. Okay. Vous faites confiance que c'est des bonnes manières de nager. A priori, vous n'avez pas essayé des mouvements complètement tordus pour dire « Ah non, moi je ne les crois pas, je vais faire ma technique de nage toute seule. » Donc le fait qu'on accepte un certain nombre de choses qui nous viennent des personnes avant nous, ça fait partie de notre attitude tout à fait ordinaire vis-à-vis du monde, que ce soit pour leurs recettes. Et quand vous pensez à ça, vous voyez que c'est la cuisine, c'est la natation, c'est
le langage, tout un tas de choses. Librairie. Beaucoup considèrent que c'est triste de voir un libraire de quartier fermé, et ils disent, moi je veux continuer à aller chez mon libraire de quartier. Et souvent ça, c'est quelque chose qui marque un attachement conservateur, pas dans un sens péjoratif, aux choses qui existent. Souvent les gens disent, je vais continuer à aller chez mon libraire, même si c'est vrai que les livres sont moins chers sur Amazon, et même si c'est vrai que Amazon, c'est un meilleur bilan carbone, ce qui est apparemment vrai d'après une étude récente. C'est que moi je pense que c'est important ces librairies de quartier. Je pense qu'il a toujours été là, j'ai toujours été chez lui, j'ai pas envie de lui faire défaut, alors ouais, je paierai 5 francs de plus mon livre, mais je préfère aller chez lui. Et puis les écosystèmes, je vous en ai déjà parlé auparavant. Donc là l'idée qu'on veut préserver les écosystèmes parce qu'ils ont été là depuis longtemps et qu'on a conscience de leur fragilité. Donc ces différentes intuitions, je mentionne ça pour vous conduire à l'idée que l'attitude conservatrice, pas forcément la politique conservatrice, mais l'attitude conservatrice vis-à-vis du monde, elle est beaucoup plus générale que ce qu'on pense. Et l'attitude radicale qui consiste à dire, ok, moi je pars d'une page blanche et on va tout redessiner maintenant pour faire tout bien, elle n'est même pas tenable pratiquement. On n'aurait même pas pu faire ça, d'accord ? On est obligé d'accepter dans les choses dont on hérite, de nos parents, de notre culture, de notre tradition, un certain nombre de choses, et on s'appuie dessus fermement, solidement, quotidiennement. Je vous disais que le conservatisme était proche de l'écologie. Donc Scruton, qui est un des grands penseurs conservateurs de ce siècle et du siècle précédent, s'est beaucoup intéressé à l'environnement. Et voici ce qu'il dit. Il fait le parallèle explicitement entre conservatisme et écologie. Conservatism, as I understand it, means the maintenance of the social ecology. Le conservatisme, c'est le fait de maintenir l'écologie sociale. Individual freedom is certainly a part of that ecology, since without it, social organism cannot adapt. Donc, la liberté individuelle, c'est une partie de cette écologie. Okay? Donc là, c'est la concession du conservateur au libéral. Vous allez voir que tout de suite, il met des limites. But freedom is not the sole or true goal of politics. Mais la liberté, c'est ni le seul, ni le vrai but de la politique. Conservatism involves the conservation of our shared resource, social, material, economic and spiritual, and resistance to social entropy in all its forms. Donc le conservatisme, ça implique la conservation des ressources partagées, que ce soit des ressources sociales, matérielles, économiques et spirituelles, et la résistance à l'entropie sociale sous toutes ses formes. C'est quoi l'entropie sociale ? C'est la dégénérescence sociale, la mort des liens sociaux. Pour les conservateurs, et Scruton a beaucoup insisté là-dessus, une des clés de l'organisation d'une société, je vois que vous baillez, je dis juste cette phrase et après on fait la pause. Une des clés de l'organisation de nos sociétés pacifiques, c'est l'ensemble des liens sociaux qu'on a, pas simplement vis-à-vis de l'État, mais vis-à-vis des amis, vis-à-vis de sa famille. Et Scruton insiste beaucoup sur le rôle des associations dans l'organisation sociale. Vous voyez presque nulle part ça ailleurs dans la philosophie politique. Pour Scruton, c'est au cœur d'une bonne écologie sociale, c'est d'avoir des clubs de foot, des clubs de pétanque, des partis politiques, des associations de vente de tupperware, de tout ce que vous voulez, toutes les différentes manières de se réunir socialement, de discuter et d'échanger, c'est au cœur de l'équilibre social. D'accord ? Et vous voyez que ça, c'est pas... Donc lui dit la liberté, c'est important, c'est un élément de cet équilibre social, mais c'est pas le seul. Okay ? Et donc il faut mettre tout ça ensemble pour voir l'importance de cet équilibre, de cet écosystème. Et si parfois on doit faire une petite entorse à la liberté de gens de gens, pas des gens en général, de lui, pour faire en sorte que l'équilibre social marche, eh ben c'est des concessions qu'on peut faire. D'accord ? Le libéral n'a pas des principes, le conservateur n'a pas des principes, jamais je n'empiéterai sur la liberté de gens. Tant que c'est celle de gens, on peut y aller. Non, enfin, vous voyez l'idée. Bien, on reprend sur ça. Je ne montrerai pas à l'heure. Après la pause, on se retrouve à 11h15.